Alors, comment on finance la recherche quand les institutions ferment complètement les robinets? C'est un vrai dilemme et c'est ultra moderne comme problème. Comment s'assurer un financement stable sans sacrifier sa curiosité ou se retrouver coincé par les exigences très rigides des subventions? C'est la grande angoisse de tout étudiant en sciences aujourd'hui. On a tendance à croire que jongler entre des budgets minuscules et de grandes ambitions est un problème récent. Mais en fait, c'est une galère historique. Et parfois, ça demande une solution, disons, totalement inattendue. Eh bien, un pharmacien de province du 19e siècle a trouvé la parade. Je vous présente Henri Lecoq. Ce naturaliste français a tout simplement hacké le système de son époque. Face au budget ridicule de sa ville, il n'a pas attendu un miracle ou un mécène. Il a utilisé son savoir scientifique pour lancer un produit commercial qui a fait un carton. Il a traité son entreprise comme la plus brillante des demandes de subventions. Bref, il s'est littéralement acheté sa propre liberté académique. Allez, on plonge dans cette histoire incroyable. Le parcours d'Henri Lecoq, c'est une véritable masterclass de persévérance pour tous ceux qui font des sciences aujourd'hui. On va explorer comment il est passé de débuts franchement compliqués à une indépendance totale. Au programme de notre analyse, d'abord les bouleversements historiques, ensuite la pharmacie comme tremplin, comment il a financé son indépendance, son retour sur le terrain, et on finira sur l'immense héritage qu'il nous a laissé. Première étape, l'école des bouleversements historiques. Parce que oui, son esprit scientifique ne s'est pas forgé dans le confort feutré d'un laboratoire, mais au beau milieu du chaos total du 19e siècle. Imaginez un peu la situation. Il naît en 1802 en pleine guerre napoléonienne. Son éducation classique, complètement chamboulée. Oubliez le parcours universitaire tout tracé et prestigieux. Avec l'instabilité économique de l'après-guerre, il est poussé, par pure nécessité de survie, vers un apprentissage pratique. La voie royale est bloquée, alors il se tourne vers les sciences appliquées. Mais attention, ce qui ressemblait à un énorme handicap va en fait devenir son arme secrète. Ce qui nous amène à la section 2. Comment ce détour forcé par la pharmacie a construit les fondations empiriques de toute sa carrière. Regardez ce contraste, c'est saisissant. D'un côté, on a l'élite parisienne, un prestige énorme, de gros financements, mais une science très théorique, enfermée dans des bureaux. De l'autre, la province d'Auvergne, isolée, cruellement fauchée, mais plongée dans une nature brute et inexplorée. Lecoq passe rapidement par Paris pour valider ses diplômes, mais il fait le choix de s'installer en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Il débarque dans un environnement où tout, absolument tout, reste à découvrir. Et il faut bien comprendre que la pharmacie, c'était pas juste un job alimentaire pour lui. C'était son véritable centre d'entraînement. C'est dans son officine qu'il se crée une boîte à outils empirique de haut vol. Peser et mesurer au milligramme près, identifier les plantes locales sur le terrain, maîtriser la chimie, l'extraction. Cette discipline de faire, cette obsession de l'observation directe, ça va devenir son super pouvoir pour le reste de sa vie. On passe aux choses sérieuses avec la section 3, le nerf de la guerre. Comment financer cette fameuse liberté académique? Parce que, soyons honnêtes, comment on fait de la grande recherche avec les fonds de tiroir d'une petite commune? Les mairies du 19e siècle voulaient bien payer pour un joli jardin public, mais pour des expéditions scientifiques massives, hors de question. Lecoq, qui vient de perdre sa femme et qui sait qu'il n'a aucun filet de sécurité, pige un truc fondamental. S'il veut une indépendance intellectuelle, il lui faut d'abord une autonomie financière totale. Et là, c'est le coup de génie. On est en pleine révolution industrielle. Ils s'associent à un confrère, Bargogne, et ils ont l'idée du siècle, le café de glands doux. Oui, des glands de chêne. Il applique toute sa rigueur de chimiste pour créer un processus industriel de pointe. Il trie, il lave pour enlever l'amertume, il torréfie et il emballe. Ça devient une boisson saine, soluble et ultra populaire chez la bourgeoisie. Le mec a transformé une simple observation botanique locale en un empire industriel. Et regardez bien ce chiffre. 0. C'est exactement le montant qu'il a dû quémander aux institutions une fois son business lancé. 0 subvention, 0 contrainte. Il a complètement renversé le rapport de force. L'impact de cet argent sur ses recherches est juste dingue. Avant, il était coincé par la paperasse locale pour gérer un simple petit jardin. Après, c'est l'explosion. Il transforme son jardin en laboratoire à ciel ouvert, il finance ses propres expéditions partout en Europe, achète des instruments hors de prix, embauche des assistants et surtout il publie des encyclopédies massives quand il le décide, sans attendre la validation de quiconque. Son sens des affaires a été le garant absolu de sa liberté académique. Ce qui nous amène à la section 4. Avec cette liberté financière, le paysage volcanique de l'Auvergne devient son véritable maître. Fini de juste cataloguer des plantes séchées dans un herbier. Lecoq décloisonne toutes les sciences. Il devient l'un des pionniers de la géographie botanique. Il prouve que la plante dépend intimement de la roche en dessous, de l'érosion, du climat et même des anciens glaciers. Il connecte la biologie, la chimie et la géologie. C'est une vision écologique avec un siècle d'avance. La nature n'est pas un catalogue figé, mais un atelier en mouvement. Cette phrase est brillante.
À Paris, on croyait encore beaucoup à une nature immuable, créée une fois pour toutes. Lui, avec ses bottes dans la boue sur les volcans, il voit bien que l'environnement est hyper dynamique. Il observe comment le vivant s'adapte en permanence, il casse complètement les dogmes de l'époque. Ses résultats sur le terrain sont bluffants. Il réussit à produire des hybrides fertiles pour prouver que la nature se diversifie par elle-même. Il s'attaque tout seul à la toute première carte géologique du Puy-de-Dôme. Il trouve des preuves d'anciennes glaciations. Il a anticipé les concepts majeurs de la biologie évolutive. Et tout ça parce qu'il s'est donné les moyens d'aller observer de ses propres yeux. Pour terminer, section 5, l'évitage. Comment cette carrière construite totalement hors système a fini par avoir un impact mondial. Ce n'est pas parce qu'il était provincial qu'on l'a ignoré. Bien au contraire, ces données ultra rigoureuses ont été explicitement citées par un certain Charles Darwin dans ses propres travaux. Et ces expériences sur la transmission des caractères chez les hybrides, elles préfiguraient de façon frappante les grandes découvertes de Gregor Mendel. Depuis ses montagnes d'Auvergne, en totale indépendance, ce pharmacien devenu entrepreneur a carrément nourri les plus grandes révolutions biologiques du XIXe siècle. Ce qui nous laisse avec une question fascinante. Le parcours d'Henri Lecoq, c'est la preuve que la science, c'est pas juste une affaire de prestige, mais de méthode, de ténacité et parfois d'un bon sens des affaires. Il a littéralement bâti sa propre institution de recherche. Alors, si on s'inspirait aujourd'hui de cette même détermination pour s'affranchir des contraintes de financement classiques, jusqu'où pourrait-on repousser les frontières de nos connaissances ?